Eh ben, je vous propose tout de suite de faire une petite pause dans la remise de ces prix et d'échanger enfin avec le président de cette soirée, Loïc Saubéran. Merci de me rejoindre. Alors, Loïc, on va un petit peu échanger ensemble. Peut-être je vais déjà un petit peu résumer votre parcours, si vous le voulez bien. Si je fais des erreurs, bien sûr, vous m'arrêtez. Vous êtes méridional, vous nous l'avez précisé tout à l'heure. Méridional et visionnaire, je précise. Vous faites vos premiers pas dans l'entrepreneuriat sur les bancs de l'école. Hein, vous lancez avec un ami un site de photos de soirée. Premier pas dans l'entrepreneuriat. Faire ses armes, ça. Très jeune. 5 ans plus tard, après des études en école de gestion, vous fondez TIDS. On est en 2010. C'est une régie publicitaire avec un format dans lequel la publicité ne vient plus interrompre, on a oublié, mais ne vient plus interrompre l'expérience de l'utilisateur, mais au contraire, elle va s'intégrer à cet environnement sur Internet. Alors aujourd'hui, ça nous paraît banal, mais vous l'avez créé et ça, c'était il y a quelques années. La société TIDS s'est imposée rapidement comme leader sur le marché. Quelques années plus tard, Altis rachète TIDS pour environ 300 millions d'euros. Et vous êtes reparti pour de nouvelles aventures parce que vous êtes entrepreneur dans l'âme. C'est en 2018, vous lancez Lunch, qui devient Luncher, qui devient en 2020, et c'est ce qu'on retient aujourd'hui, Swile. Et puis, vous révolutionnez quelque chose qui, effectivement, a fait notre quotidien pendant longtemps, le ticket restaurant. Et aujourd'hui, on se dit, mais bien sûr, ce bout de papier, quelle magnifique idée, votre appli réunit sur une seule et même plateforme tous les avantages salariaux. Vous êtes parti des titres restaurants, mais vous allez nous l'expliquer, pas que, il y a les titres cadeaux, les titres mobilité, etc. La gestion des déplacements professionnels, des solutions qui permettent l'interaction en fait, du monde du travail avec des cagnottes, des sondages, etc. Donc un vrai outil pour l'entrepreneur, pour les salariés aussi. Et on reviendra sur cette importance-là des salariés et du bien-être dans l'entreprise. En 4 ans, soit il a levé près de 300 millions d'euros auprès d'investisseurs importants. Vous obtenez le statut de licorne avec une valorisation supérieure à 1 milliard d'euros et bientôt celui de Centaure. Voilà. Alors Swile, c'est aujourd'hui 750 salariés. Waouh! Alors maintenant, on va essayer de comprendre un peu plus. Alors déjà, moi j'ai envie de vous dire, vous êtes ici, on est à Toulouse, vous êtes montpelliérain. Quel lien vous gardez avec l'Occitanie? Est-ce que quand on a une licorne, on peut rester occitan et avoir de l'ambition? La réponse rapide, c'est oui. Et évidemment, preuve en est, hein, puisque vous l'avez mentionné, Swile, ce n'est pas ma première société. Ma première, c'était TIDS. TIDS, en tant que Montpelliérain, je l'avais fondée depuis Montpellier. Et j'avais très très vite compris qu'il y avait en Occitanie, et bon, à Montpellier pour le coup, je connaissais moins Toulouse, mais à Montpellier pour le coup, un terreau absolument incroyable pour monter des projets absolument incroyables. Et j'ai très vite compris qu'il ne fallait pas avoir cette espèce de complexe d'infériorité vis-à-vis de l'écosystème parisien, qu'en fait on s'impose nos propres limites, c'est dans nos têtes finalement. Et dès l'instant où, malgré mon accent, mes cheveux longs et ma jeunesse, j'avais décidé de passer outre, on a réussi. On a réussi un truc fantastique, on a réussi à monter une boîte, TIDS, la première en 6 ans. On est parti dans 40 pays, 700 collaborateurs, 300 millions de chiffre d'affaires, etc. Et donc, bon, ça a été un premier succès. Et donc, évidemment, dès l'instant où il a fallu repartir sur une aventure, parce qu'il était absolument hors de question pour moi que je fasse le service après-vente, je suis parti au moment de la vente. C'était naturel de repartir d'où on venait, quoi. Voilà. Alors, on va parler un peu de Swile. Vous venez de racheter Bimpy, c'est la filiale du groupe BPCE. C'est une appli pour tous les avantages salariés. C'est un acteur historique, 20 ans d'ancienneté, je crois. Il fait 4 fois votre chiffre d'affaires. Ce rachat vous place leader sur la partie des titres et restaurants, devant Edenred, pour ceux qui... voilà. C'est assez unique qu'une start-up achète une entreprise qui est installée avec autant d'ancienneté. Bon, alors déjà, premièrement, je sais qu'il y a des collaborateurs de Bimply qui sont dans la salle, donc je les salue chaleureusement.
Vous avez dit, on vient de racheter. Alors, il s'avère que l'opération, elle se finalise Vous êtes semaine prochaine. Voilà. Donc, à partir de la semaine prochaine, on pourra officiellement le dire. On attendait ça avec impatience depuis quelques mois. Mais oui, oui, vous avez annoncé l'opération. C'est une opération qui est hyper rare, qui est hyper audacieuse. Mais pour réaliser ce type d'opération, où effectivement, finalement, un grand groupe et une start-up certicorne décident de s'associer, c'est hyper rare. Il faut de l'audace, et je tiens à souligner et l'audace et du groupe BPCE, et des collaborateurs de Bimpli, et des collaborateurs de Swile, pour faire en sorte que c'est pu se réaliser. Et mon intuition, c'est que je pense qu'on va donner des idées à beaucoup de gens. On est dans un monde où finalement la collaboration entre les grands groupes et les startups, elle reste à développer. On est dans un monde où finalement parfois les grands groupes ont des actifs qu'ils peuvent considérer comme étant non stratégiques et qui pourraient prendre complètement leur envol dans une autre forme, sous une autre forme, à la fois pour le bien de l'actif en tant que tel, donc ça c'est une vue purement financière, mais surtout, et moi je pense d'abord aux collaborateurs, qui en fait, dès l'instant où ils sont dans un groupe qui les considère comme un actif non stratégique, eh bien, ils pourraient être beaucoup plus mis en valeur dans un groupe qui, eux, les met au centre de leur future réussite. Comment on finance ce type d'opération? On se parle, et puis on négocie, et puis on se dit qu'effectivement, oui, on avait levé beaucoup d'argent, mais c'est quand même bien de préserver cet argent et ce cash pour justement notre développement futur, et pour créer ce leader mondial dans la WorkTech, donc dans le monde de l'expérience employée. Ça va bien au-delà des titres restaurants historiques. Et donc on s'est dit que le meilleur scénario, c'était que BPCE, le groupe, prenne un pourcentage de Swile. Il y a peu d'exemples de ce process, de ce procédé avec cette structure de deal en offrant une part de votre capital, je crois. Oui, de 22%. Hein. C'est assez rare ce type de procédé. C'est hyper rare. C'est hyper rare. C'est pour ça que je tiens à saluer tout le monde, parce que pour que ça soit possible, il faut vraiment que tout le monde ait envie. Et Dieu sait que dans ce genre de... ça peut être difficile. Alors, et c'est pour ça que j'espère que ça va donner des idées à plein d'autres gens, parce que je pense que c'est un montage qui est hyper pertinent. Alors du coup, ce rapprochement avec Bimpli, vous proposez des services à près de 5 millions d'utilisateurs, c'est ça aujourd'hui? Maintenant, oui, le nouveau groupe constitué, on va en France 75 000 clients, sociétés clientes, et oui, 4 à 5 millions d'utilisateurs. Alors les sociétés, c'est Carrefour, Le Monde, le PSG, Spotify, j'en cite quelques-unes. Ouais, je ne vais pas toutes les citer, vous vous en doutez. Mais... Alors, j'aimerais aussi, parce qu'on le sait, les bruits vont vite, mais il y a aussi des nécessités d'explication, de pédagogie, vous le savez. Au mois de septembre, on a entendu des bruits sur vos pertes. Vous avez dû faire preuve justement de cette pédagogie pour expliquer un business model qui est encore peu connu. Ouais. Oui, après, en fait, déjà, premièrement, à chaque industrie, ses propres caractéristiques, et à chaque entreprise, dans chacune des industries, sa propre stratégie, déjà, premièrement. Donc, il n'y a pas de recette magique, etc. Il faut juste arriver à trouver la bonne recette pour réussir. Nous, il s'avère que dans notre propre industrie, nous sommes sur un modèle basé sur le volume. Donc, dans le monde des avantages salariés, et plus particulièrement des titres restaurants, il faut faire beaucoup de volume, donc signer beaucoup de sociétés pour générer un chiffre d'affaires considéré comme étant significatif. Donc nous, évidemment, la vraie barrière à l'entrée, bon là je vais rentrer 2 secondes dans du détail, mais... Oui, mais c'est important pour la vraie barrière à comprendre. l'entrée, ce que les gens pensent, c'est que la barrière à l'entrée de ce marché, elle était en innovation. Et oui, évidemment, il y avait un marché à transformer de papier à carte, etc. Mais c'est pas ça. La vraie difficulté, en fait, c'était une barrière à l'entrée financière. Et on a trouvé des investisseurs assez fous pour nous suivre dans cette aventure. Ils y croyaient à peu près autant que nous, pour investir massivement sur une équipe commerciale, sur une équipe technique, pour prendre des parts de marché côté société, donc signer un maximum de sociétés quasiment gratuitement, en fait,
pour ensuite mieux les monétiser côté marchand. Parce que construire un réseau de marchands dans lequel vous allez récupérer une commission au moment de la transaction, le business model des acteurs des titres restaurants ou des avantages salariés en général, c'est une commission qui est prise à chaque transaction côté marchand. Mais au début, vous avez 0 marchand qui assigne. Donc il faut du temps pour construire ça. Donc il faut accepter de perdre. Beaucoup. De perdre beaucoup. Voilà. Et donc, pour continuer à embaucher, voilà. pour continuer à croître. Ouais. Et ça, ce que je retiens surtout, c'est que finalement, en 5 ans, avec cette agressivité-là, et ben du coup, on a réussi à réunir un peu nos intérêts entre Swile et Bimpli, et ensemble, on crée ce nouveau leader. Ça n'aurait pas été possible sans finalement à la fois notre propre agressivité et la propre situation de Bimpli. Alors on va parler un petit peu fonds d'investissement. J'ai rappelé en introduction vos levées de fonds, les dernières levées de fonds. Qu'est-ce que ça fait de travailler aujourd'hui avec un fonds comme SoftBank? C'est un fonds mondialement connu. C'est plutôt mondialement connu, qui a fait beaucoup parler de lui, parfois en très bien, parfois en moins bien. Mais je crois que c'est ça. C'est l'ADN de SoftBank, c'est de bâtir des leaders mondiaux. Donc leurs réussites sont stratosphériques et leurs échecs sont tout autant stratosphériques. Mais en fait, c'est pareil que ce que nous on vit à notre échelle, mais sauf que c'est des échelles peut-être 1000 fois plus importantes. Alors comment est-ce qu'on gère des actionnaires quand on est une licorne et qu'on a ces ambitions-là et cette croissance-là? Moi je pense que, et je le vois, hein, pareil, il ne faut pas oublier que les investisseurs parient avant tout sur des équipes, évidemment sur une industrie dans laquelle ils croient, sur une industrie dans laquelle ils pensent que vous allez vous allez générer de la croissance, etc. Mais vous vous entourez de gens qui vous ressemblent. Et donc si vous êtes hyper ambitieux, vous allez attirer des investisseurs hyper ambitieux. Si vous êtes un peu moins ambitieux, c'est OK, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de jugement de valeur, vous allez aussi attirer des investisseurs moins ambitieux. Et ce qui est logique aussi, parce que chacun finalement s'associe vis-à-vis de ça. Alors, peut-être un mot, parce qu'il y a une question dont on parle beaucoup aujourd'hui concernant les fonds d'investissement. En tout cas, en Occitanie, ça a fait l'objet de pas mal de discussions et de tables rondes. Il semble que ce soit aujourd'hui un peu plus difficile de lever des fonds. Quel regard vous portez là-dessus? Alors, moi, je pense que déjà, sur tous les projets dits early stage, c'est encore hyper accessible. Donc tous ceux qui veulent se lancer, il faut y aller. Malgré le contexte actuel, c'est largement jouable. Oui, peut-être que les valos vont être un peu baissés, mais finalement, quand on se lance, c'est pas trop ça qui compte. Par contre, effectivement, les levées de fonds sur des tours beaucoup plus importants se raréfient. Et là, c'est bien simple. Les investisseurs attendent patiemment. Et finalement, ils vont regarder ce qui va se passer dans les 12 à 24 mois. Et il y a les boîtes qui vont sortir de là rentables. Et elles auront complètement les faveurs de tous les investisseurs. Et les boîtes qui, malgré leurs efforts, n'arrivent toujours pas à trouver le chemin de la rentabilité, malgré les fonds qu'ils ont levés. Et là, pour le coup, ça va faire mal parce que les valos vont chuter. Et là, il peut y avoir un peu de casse sociale. Voilà. Nous, il s'avère que de ce point de vue-là, on voit l'avenir avec beaucoup de sérénité, puisque notre modèle économique est fondamentalement bon, si vous voulez. Donc là, le fait de joindre nos forces avec Bimpli nous rend rentable quasiment by design. On va faire très attention, etc. Mais c'est clair que tout le monde est en attente de voir comment les sociétés réagissent vis-à-vis d'un changement de paradigme où on passe d'un monde de croissance à tout prix à un monde où finalement c'est plus la croissance à tout prix, c'est la profitabilité qui compte, quoi. Alors on va profiter aussi un petit peu de votre regard. Vous êtes un entrepreneur autodidacte, on va dire. Vous avez eu des idées, mais sans être forcément spécialiste, des choses que vous avez imaginées. Est-ce que c'est un handicap pour entreprendre de ne pas être un spécialiste? Bon, alors moi, il s'avère que je me suis lancé dans le monde de la publicité vidéo sur Internet. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas fait un diplôme de publicité vidéo sur Internet.
sans rien connaître, sans venir du monde de la publicité de manière générale, puisque je sortais de mes études. Et pareil, le monde des tickets restaurants, vous imaginez bien que je les connaissais en tant qu'employé, mais oui, en tant qu'entrepreneur, on était à des kilomètres. Ce qui est certain, c'est que partir dans une industrie qu'on ne connaît absolument pas, moi, évidemment, je pense que c'est une force, puisque vous ne vous rendez pas compte de la complexité des choses. Donc vous arrivez avec toute votre bonne volonté, votre énergie, vous avez une capacité incroyable à mettre le doigt là où ça fait mal, parce que vous arrivez avec une espèce de naïveté totale. Et évidemment, tous les experts qui connaissent par cœur le métier vous disent que c'est pas jouable, mais vous, vous y croyez parce que vous comprenez pas pourquoi est-ce que ce truc il marche pas, quoi. Et donc du coup, vous vous lancez, et puis en fait, vous petit à petit, à chaque fois qu'un petit problème apparaît, c'est-à-dire au fur et à mesure que votre expertise du coup augmente, ben, les problèmes apparaissent. Mais sauf que vu que votre expertise augmente progressivement, les problèmes apparaissent progressivement. Donc vous pouvez résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils apparaissent à vous. Et in fine, bah, du coup, c'est comme ça que vous continuez à grandir. Et c'est évident que dans les deux cas, que ce soit chez Tids ou chez Swell, si j'avais eu conscience, avant de me lancer, de tout le bazar que j'allais devoir gérer, je l'aurais probablement pas fait. Alors, vous ne l'auriez pas fait, ça aurait été dommage, c'est sûr. Et avec l'expérience aujourd'hui, est-ce que qu'est-ce que c'est que bien s'entourer? Parce que je suppose que vous venez d'expliquer, vous avez une idée, vous n'êtes pas spécialiste, elle va se développer au fur et à mesure. À un moment donné, on se dit que ce qui est important, que ce soit au démarrage ou même aujourd'hui, encore plus peut-être aujourd'hui, l'importance de bien s'entourer dans le temps et en termes d'équipe, qu'est-ce qui est important? Comment on fait? Alors, là, pour le coup, pour l'avoir vécu 2 fois de manière très prononcée, il y a 2 sujets qui sont hyper importants. Le premier, c'est le partage de la vision, l'ambition. On a tous, encore une fois, très souvent, quand on s'associe avec des cofondateurs, etc., ça finit par pêcher parce qu'on se rend compte au bout de quelques années qu'on n'a pas forcément la même vision, la même ambition, etc. Déjà, partager le même point final, c'est la première base. Avec tous les collaborateurs qui vous entourent, hein. Pas forcément vous associer, être certain qu'on partage la même vision. Ensuite, deuxième chose, les mêmes valeurs. Et là, on parle des valeurs. Donc là, les valeurs, on parle vraiment fondamentalement de qui on est, fondamentalement. La manière dont on va interagir les uns avec les autres, etc. Ne jamais faire de compromis sur les valeurs. À chaque fois, ça finit mal. C'est qu'une question de temps, mais ça finit toujours mal. Et le troisième, dont on parle finalement assez peu, alors désolé pour l'anglicisme, mais c'est les operating principles. Donc les principes opératoires. La manière dont, concrètement, nous allons nous organiser pour réussir collectivement. Comment est-ce qu'on va, quelle organisation on va mettre en place? Parce que vous savez très bien que dans les organisations, il y a des organisations qui sont plus ou moins silotées, plus ou moins verticales, horizontales, etc. La manière dont vous allez animer les feedbacks, la manière dont vous allez être hyper radical sur certaines fonctions que vous voulez voir ou pas voir, etc. Ça, finalement, on parle tout le temps de oui, il faut défendre ses valeurs, il faut défendre ses valeurs, il faut descendre ses valeurs, mais quand on grandit, on explicite très peu finalement nos modèles opératoires, la manière dont on veut grandir, et c'est très souvent là que finalement on commence à changer et on commence à ressembler finalement aux concurrents à qui on n'a pas envie de ressembler, quoi. En fait, on a du mal à piloter le navire, c'est ça, on se rend compte? Ben oui, parce qu'on est moins aligné. Est-ce qu'on doit s'entourer de votre expérience? On parle beaucoup en ce moment, et je ne vais pas vous amener sur ce sujet des retraites, mais vous allez voir pourquoi. On parle de repousser l'âge du départ à la retraite. En même temps, bien souvent, on entend des entreprises
débarrasser, pour le dire un petit peu trivialement, des seniors. Est-ce que vous pensez, c'est souvent l'image qu'on se fait des jeunes entreprises comme la vôtre, il faut s'entourer de juniors, de gens qui débutent et qui veulent tout bouffer. Est-ce que c'est votre stratégie? C'est bien beau de vouloir tout bouffer, mais ça ne vous apporte pas l'expérience. Hein. Donc, ce qui est flagrant, c'est que, justement, le type de société dont vous parlez, qui pratique un peu le jeunisme, se plante, managérialement parlant, ne serait-ce que ça. Il ne faut pas oublier que le management en tant que tel, non, ça ne s'apprend pas, en fait, ça se vit. Et rien ne peut remplacer l'expérience qu'on a pu avoir pendant 15, 20 ans, 25 ans au préalable. Et quand moi je suis manager pour la première fois, et en fait j'ai encore rien vu de ce que c'est fondamentalement. Donc non, moi je pense qu'une belle boîte, c'est une boîte qui est équilibrée. En fait, il faut les talents viennent de partout, peu importe d'où ils viennent. Il ne faut regarder il ne faut avoir aucun préjugé, il ne regarder que l'état d'esprit. Moi je connais des jeunes qui ont un état d'esprit complètement fermé, absolument pas agile, avec une peur au changement dingue, et des personnes plus expérimentées, plus âgées, qui au contraire sont les premiers à vouloir faire bouger toutes les lignes. Donc en fait, sortons des préjugés, ne regardons que les actes, et là pour le coup, en revanche, il faut être hyper clair de ce qui est attendu. Il faut être explicite de ce qui est attendu comme comportement. Et qui que vous soyez, quelle que soit votre ancienneté, qui que vous soyez dans la société, il faut être hyper radical sur ça, parce que sinon, c'est toute l'équipe qui est tirée vers le bas, et du coup, par votre conséquence, la société. Un mot aussi qu'on emploie rarement, en tout cas pas dans les expériences qui marchent, sinon on dit c'est que ça a raté, ça a capoté, mais quel rapport avez-vous à l'erreur? Est-ce que quand on est entrepreneur, et on le voit, vous êtes entrepreneur et vous avez fait des choses brillantissimes, est-ce qu'il y a la place pour de l'erreur? En fait, il n'y a que ça. Heureusement qu'il n'y a que ça. Il y a une image que souvent j'utilise quand on en parle avec les collaborateurs, qu'on leur dit, vous avez le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est de dire, je préfère 1000 fois que vous avanciez de 10 pas, parce que vous avez eu le courage d'avancer de 10 pas, quitte à reculer de 3, ou 4 même, parce qu'à la fin, vous aurez fait 7 ou 8 pas, plutôt qu'avoir peur et n'en faire que 1, in fine. Alors oui, il aurait été parfait, votre pas, nickel, mais vous avez tellement réfléchi, vous n'en avez fait qu'un à la fin. Et ça c'est pour le coup, c'est vraiment un état d'esprit qui doit être promu, qui doit être poussé en permanence en interne, parce que la réalité, c'est que c'est pas facile et que très souvent on a peur, et ça doit être incarné à tous les niveaux, mais pour ça il faut avoir une expérience employée qui le permette. Et malheureusement, dans trop de sociétés, il y a encore trop d'insécurité psychologique permettant d'y aller, quoi. Justement, est-ce que c'est aussi pouvoir, et vous en tant que dirigeant, changer d'idée, se dire j'étais parti comme ça, ou on partait là-dessus, mais là non, je me rends compte qu'on fait fausse route, tant pis, on perd un peu de temps, on revient un peu en arrière, mais on se... Déjà, dans les deux cas, et chez TIDS et chez Swile, évidemment, le projet final n'a pas été le projet de base, premièrement, alors qu'on avait déjà levé des fonds et embauché des collaborateurs, etc. Donc oui, le projet de base de Swile, c'était absolument pas de faire des titres restaurants. Le projet de base de Swile, c'était de faire une plateforme de commande groupée pour faciliter la pause déjeuner des collaborateurs. Donc on est sur une plateforme digitale, voilà. Et en fait, c'est en pitchant cette plateforme de commande groupée pour les collaborateurs à un restaurant que, en fait, donc sa première question, c'était de me dire, est-ce que les gens vont pouvoir payer en ticket resto? Et je lui dis non, mais il me dit, oui, mais moi 70% de mon chiffre d'affaires, je le fais en ticket resto. D'accord? Et là, il va derrière sa caisse, il me sort son tas de papier, il me dit 95% de ces 70%, c'est du papier. Donc moi, j'avais une plateforme digitale avec des gens qui voulaient payer en papier. Donc on est loin de ce qu'on appelle le concept de product market fit. Je venais de quitter TIDS,
J'étais content. Et en fait, non, en fait, du coup, c'est des opportunités. Chaque mur que vous prenez est une opportunité de faire autre chose. Et c'est vrai que parfois, quand on est entrepreneur, qu'on se lance, on confond un petit peu la résilience avec l'entêtement. Et on va rester scotché sur son idée de base jusqu'à espérer que le mur finisse par céder. Mais non, en fait, votre devoir pendant 12 à 18 mois, c'est de contourner et de trouver le bon angle d'attaque pour trouver votre marché. Alors justement, vous venez d'évoquer il y a quelques instants l'importance de la RSE, l'importance de tous ces termes dont on parle énormément, marque employeur, entreprise à mission. On a parlé tout à l'heure, on a évoqué les difficultés de recrutement que tout le monde avait. À l'heure de cette précarité, à l'heure aussi où on parle et on valorise beaucoup tout ce qui mise sur le freelance finalement, vous êtes un peu à contre-courant, vous êtes très salariat. Oui, on a fait une belle campagne de pub d'ailleurs, hein, tout plaqué pour devenir salarié. C'est un peu un contre-courant de ce qui se pratique par ailleurs. Mais oui, l'entrepreneuriat c'est beau, et le salariat c'est beau, tout est beau en fait. Et qu'il faut arrêter avec ce cliché de oui, je vais être freelance donc je vais être plus heureux. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être très faux aussi. Hein. Vous pouvez, j'en suis convaincu, trouver autant d'épanouissement et de liberté dans une entreprise qui vous propose une expérience employée digne de ce nom. Très souvent, on l'a vu, les personnes qui partent et qui tentent quelque chose en freelance le font parce qu'ils fuient quelque chose. Ils ne vont pas chercher quelque chose, ils fuient quelque chose. Et ça, c'est la responsabilité des entreprises, de faire en sorte que leurs employés ne fuient pas. On est convaincu d'un truc, c'est que la performance sociale, c'est le moteur de la performance économique. En bâtissant une expérience employée forte, vous aurez forcément des résultats qui suivront. C'est mécanique. En tant qu'entrepreneur, on sous-estime tout le temps le coût des départs. Le temps, il suffit de regarder, hein, un commercial qui part, il faut reformer quelqu'un, ça prend du temps, il y a un ramp-up, etc. Il faut embaucher un cabinet pour recruter. Est-ce qu'on imagine le coût du départ? Et si ce coût-là, on l'avait mis au service de la fidélisation de l'employé, en proposant une expérience employée digne de ce nom, on n'en serait peut-être pas là. Alors, je voudrais, parce qu'on va terminer cette interview, qu'est-ce qui vous fait courir, Loïc Souveran? Vous avez, je vais préciser, quand vous avez, un moment, Tids est devenu trop gros et vous l'avez revendu. C'était pas la raison. C'était difficile à manœuvrer, en tout cas, quand ça grossit. En fait, ce que vous aimez, ce qui vous fait courir, est-ce que c'est pas le goût du challenge, justement, du montage de projet? Non. D'accord. Non. Désolé. Mais non, mais tant mieux. Non, ma réponse, ma question n'était pas du tout... Non, je vous réponds sincèrement. Non, moi, ce qui m'anime de très très loin, c'est l'impact. C'est l'impact. C'est avoir un impact majeur, massif. Si, à travers Swile, on arrive à avoir un impact sociétal parce que on aide les sociétés, finalement, à renforcer leur expérience employée, en simplifiant, grâce à la technologie, finalement, une expérience telle qu'elle est vécue concrètement par les employés, faire en sorte que finalement on va stimuler la reconnaissance, faire en sorte qu'on va renforcer la sécurité psychologique à travers des outils digitaux, et faire ça non pas sur 75 000 clients, parce que 75 000 clients c'est que le départ de quelque chose, c'est pas une arrivée. Mais faire ça sur des centaines de milliers de clients et peut-être une centaine de millions d'utilisateurs, oui, ça me botte bien. Ça me botte bien. Merci beaucoup, Loïc Souveran. Merci. Merci.